Alors, donc on va commencer par l'orthophonie. Et donc, pour discuter un peu de ce que l'orthophoniste peut apporter dans l'accompagnement des personnes avec maladie à corps de Lévy, on va aborder plusieurs points. D'abord, l'orthophonie, à quoi ça sert dans la maladie à corps de Lévy. Ensuite, quels sont les axes de prise en soin, c'est-à-dire pour quelles difficultés ou quels symptômes on va pouvoir faire appel à l'orthophoniste. À quel moment est-ce que ça peut être pertinent de consulter l'orthophoniste. Comment est-ce qu'on peut adapter la prise en soin à l'évolution de la maladie et surtout, quels sont les facteurs qu'il est important d'anticiper pour faire aussi de la prévention et pas juste intervenir quand les choses deviennent vraiment problématiques. Et enfin, parce que c'est un problème qui est fréquent, si on ne trouve pas d'orthophoniste ou qu'on n'a pas accès à des séances d'orthophonie, quelles sont les ressources et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors d'abord, l'orthophonie a pour but d'aider la personne malade à maintenir et à adapter ses capacités de communication, mais dans communication on englobe aussi le langage, la parole, l'articulation, on verra un peu les différents domaines ensuite. Et il va y avoir aussi un travail avec les proches aidants, mais aussi les soignants ou de manière plus globale, toutes les personnes de l'entourage qui sont amenées à interagir avec la personne malade pour leur permettre de savoir comment adapter leur comportement et comment continuer à communiquer de manière efficace, même avec l'évolution de la maladie. Et l'orthophonie peut permettre ensuite de prévenir d'éventuels troubles du comportement qui seraient susceptibles d'apparaître avec l'évolution de la maladie quand la personne peut avoir du mal à exprimer ses besoins et ses émotions. La prise en soin orthophonique va être une prise en soin personnalisée qui va évoluer au fur et à mesure de la progression de la maladie et qui doit tenir compte des besoins et des difficultés spécifiques de la personne, de son histoire personnelle, mais aussi des possibilités de son entourage et des aidants. Alors, il y a différentes modalités pour voir un ou une orthophoniste. La plus classique, c'est d'aller consulter un professionnel en libéral dans un cabinet en ville, mais on peut aussi demander à ce que l'orthophoniste vienne réaliser des séances à domicile. Depuis la pandémie, on a aussi eu une certaine démocratisation de la téléorthophonie, c'est-à-dire des consultations qui vont se faire à distance, souvent par ordinateur, en visioconférence. Et puis, une modalité qui est peut-être un peu moins connue, c'est lorsque la personne malade fréquente des structures de soins ou d'hébergement, par exemple est en EHPAD, c'est possible de demander à un ou une orthophoniste en libéral, donc externe à la structure, de venir faire des séances à la chambre de la personne ou dans une salle dédiée de la structure. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait une orthophoniste salariée dans la structure. On peut aussi demander à quelqu'un en libéral de venir. Les séances d'orthophonie, elles sont toujours sur prescription médicale et elles sont remboursées par la sécurité sociale. Alors, au niveau des domaines pour lesquels l'orthophoniste va pouvoir intervenir auprès de la personne, les 4 principaux, ce sont les troubles de la voix et de l'articulation, les difficultés de déglutition et d'alimentation, tout ce qui touche au langage et à la communication, et enfin l'orthophoniste, en complément du travail et du bilan de la neuropsychologue, peut aussi participer à stimuler les fonctions cognitives. Alors, d'abord, pour ce qui concerne la voix et l'articulation, les personnes avec maladie à corps de Lévy vont souvent présenter ce qu'on appelle une dysarthrie, c'est-à-dire des difficultés d'articulation qui vont la rendre moins intelligible. Et ça s'accompagne, dans la plupart des cas, de ce qu'on appelle une hypophonie, c'est-à-dire la voix qui va être plus faible, un peu soufflée, et puis parfois avec une certaine monotonie au niveau du ton, d'accord ? Donc pour la personne malade, ça va entraîner des difficultés à se faire comprendre, ça peut aussi la pousser à se retirer des conversations, à s'isoler un petit peu socialement. Et puis il faut noter que chez certaines personnes, ça n'est pas toujours conscient, notamment pour l'hypophonie, beaucoup de malades n'ont pas conscience de parler moins fort, d'avoir une voix un peu plus faible, et quand on le leur dit, ils peuvent le vivre de façon assez négative. Pour l'entourage, qui peut être un peu compliqué, c'est d'être toujours obligé de demander de répéter. Parfois, on peut avoir le réflexe, qui n'est pas toujours bon, de moins solliciter la personne ou moins aller communiquer avec elle parce qu'on se dit que c'est compliqué, qu'elle ne va pas tout comprendre ou qu'on a du mal à faire passer les messages. Et donc, c'est une plainte qui est assez fréquente chez les aidants. Alors, comment va intervenir l'orthophoniste ?
Pour l'hypophonie, donc la voix plus faible, on va beaucoup travailler sur la conscience corporelle, c'est-à-dire d'abord aider la personne à rétablir des perceptions normales et à se rendre compte de quand sa voix est faible ou forte et de comment elle va être perçue par les autres, ce qui n'est pas évident du fait de la maladie. Et puis on va lui apprendre à produire de nouveau une voix à la bonne intensité, ce qu'on appelle une voix projetée, en passant par des exercices de respiration et de tonus. Et pour les troubles d'articulation, souvent ça se base sur des exercices répétés qui vont cibler certains sons pour améliorer la précision. Et puis on va travailler un peu aussi sur le tonus musculaire au niveau de la langue, des lèvres, des joues, etc. Un point que je voulais souligner, c'est que pour la maladie à corps de Lévy, mais aussi la maladie de Parkinson, on entend souvent parler de certaines méthodes, comme la méthode LSVT, Lee Silverman Voice Therapy. Parfois on dit LSVT Loud, mais en fait c'est la même chose. Ce sont des thérapies qui ont été labellisées, sur lesquelles on a mis un nom, qui viennent des États-Unis et qui montrent une bonne efficacité pour ce type de trouble, mais néanmoins elles ne sont pas indispensables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter si jamais l'orthophoniste n'est pas spécifiquement formé à ces thérapies. Il sera tout à fait à même de vous proposer toute une palette d'exercices classiques et qui sont également tout à fait efficaces pour l'articulation et pour la voix. Alors, un deuxième domaine d'intervention de l'orthophonie, c'est la déglutition et les troubles de l'alimentation. Chez les personnes avec maladie à corps de Lévy, ça a été évoqué un peu tout à l'heure dans les témoignages, on va souvent observer des fausses routes, c'est-à-dire un aliment, du liquide ou parfois de la salive qui ne va pas passer par la bonne voie. Et au lieu de passer classiquement, donc ce qu'on voit sur le schéma ici à gauche, d'être avalé et de passer directement vers l'estomac et les voies digestives, l'aliment va fuiter et passer également à l'avant vers la trachée, qui est le conduit qui amène vers les voies respiratoires. Donc dans la vie de tous les jours, on dirait que la personne a avalé de travers ou que c'est passé par le mauvais trou. D'accord ? C'est des choses qui peuvent arriver ponctuellement. Par contre, quand les fausses routes deviennent fréquentes, voire régulières, ça n'est pas normal. C'est ce qu'on appelle un trouble de la déglutition ou dysphagie. Les fausses routes peuvent avoir des conséquences importantes. D'abord au niveau de l'alimentation. Alors je cite quelques exemples, mais ça va souvent rallonger la durée des repas, augmenter la fatigabilité. On va avoir des personnes qui sont moins à l'aise pour manger, qui ont envie de se mettre en retrait pour manger tranquillement. Il peut y avoir une perte de plaisir. Et tout ça va avoir des répercussions sur l'état de santé général, avec possiblement une perte de poids, une fatigue qui va se surajouter à la fatigue déjà présente avec la maladie. Et puis ça peut aller jusqu'à de la dénutrition. Et il y a des répercussions encore plus importantes qui sont possiblement des répercussions pulmonaires avec des difficultés respiratoires, parfois des bronchites chroniques et ça peut aller jusqu'à une pneumopathie et dans certains cas un risque vital. Donc c'est très très important d'être attentif aux fausses routes et d'essayer de les repérer et pas sous-estimer les conséquences. Dans la maladie à corps de Lévy, il y a toute une palette de facteurs qui peuvent provoquer les fausses routes. J'en cite quelques exemples. D'abord le syndrome parkinsonien où la raideur et parfois le ralentissement musculaire vont concerner aussi la sphère orofaciale et où on a aussi au niveau neurologique une atteinte de certaines régions, notamment au niveau du tronc cérébral, qui sont responsables de la coordination des organes de la déglutition. Donc tout ça va ralentir et diminuer la précision de la déglutition. Les difficultés neurocognitives et notamment les fluctuations avec la somnolence en journée, parfois au moment des repas, peuvent aussi majorer les fausses routes. Et puis il y a quelques autres facteurs, par exemple souvent on retrouve une diminution de la sensibilité orofaciale, donc une moins bonne perception de ce qu'il y a en bouche, et puis la prise de certains médicaments avec des effets secondaires comme par exemple la réduction de la quantité de salive. Alors comment repérer une fausse route en pratique ? Il y a à la fois des signes qu'on peut voir et des signes audibles. Au niveau de ce qu'on va pouvoir entendre, alors pendant un repas, le plus classiquement, ça va être la personne qui va se mettre à tousser de manière répétée ou de manière violente. Ça peut être des raclements de gorge ou du hémage, donc la personne qui va faire et qui va avoir besoin de se dégager la gorge comme ça de façon répétée. Ça peut être un encombrement, on a l'impression que la personne respire moins bien. Et puis, il y a souvent des signes un peu plus discrets, et notamment des modifications au niveau de la voix, et ce qu'on appelle une voix mouillée. Donc c'est la personne qui, après avoir pris un aliment ou après les repas, va avoir une voix qui gargouille un peu.
Alors là, on a mis un exemple audio. Je ne sais pas si le son sera de très bonne qualité. Si jamais c'est difficile à entendre, on le mettra sur le site de l'association. Des carottes. Pas de fromage blanc, faux et rouge mixé. C'est le fromage du jour. Très complet. Compote. Voilà, donc là on entend la voix un peu mouillée qui fait comme un bruit de gargouillement. Ça doit alerter, ça veut dire qu'il peut y avoir des restes d'aliments dans la gorge, ça peut être indicateur de fausse route. Au niveau des signes visibles, donc là c'est les personnes qui ont des difficultés de déglutition peuvent avoir des stases, c'est-à-dire des petites quantités d'aliments qui vont rester dans la bouche même après avoir avalé. La personne peut s'y reprendre à plusieurs fois pour avaler, va avoir des difficultés de mastication avec parfois un peu de bavage. On peut avoir le nez qui coule de façon plus importante que d'habitude au moment des repas et puis une fatigue, une durée allongée des repas, une certaine lenteur. Là où il faut être vigilant, c'est que les fausses routes passent parfois inaperçues. On va distinguer en général les fausses routes primaires qui vont avoir lieu pendant les repas. Donc là, la personne mange et on observe des difficultés, elle tousse, etc. Les fausses routes secondaires qui peuvent avoir lieu en dehors des repas. Alors ça peut être avec la salive ou ça peut être si des aliments étaient restés un peu en bouche ou dans certaines parties de la gorge et d'un coup vont passer dans la gorge et dans la trachée. Mais il y a aussi des fausses routes qu'on appelle les fausses routes silencieuses. C'est-à-dire que la personne va manger, ne va pas avoir de signes flagrants, ne va pas tousser ou toussera après en décalé et on ne va pas faire le lien. Et à ce moment-là, les signes possibles, ce sera plutôt la voix mouillée, comme je vous ai fait entendre, l'encombrement, parfois les yeux qui larmoient pendant le repas, même si la personne ne tousse pas. Et puis des personnes qui vont développer de la fièvre, parfois il faut se poser la question de s'il n'y a pas des fausses routes qui seraient passées inaperçues. Alors si en cas de suspicion, si vous avez des doutes par rapport à des fausses routes, c'est très important de consulter et d'en parler au médecin et il pourra prescrire un bilan avec l'orthophoniste qui va faire des tests en situation réelle, en essayant différents types et textures d'aliments et de liquides. Et à la suite de ce bilan, si les troubles sont vérifiés, l'orthophoniste va pouvoir proposer d'une part des exercices orofaciaux, c'est-à-dire pour travailler sur la perception des aliments en bouche, travailler sur le tonus musculaire. Et puis il y aura aussi tout un versant d'adaptation des repas avec un travail sur différents points. La posture globale pendant les repas, les textures et les températures des aliments, le déroulement des repas et aussi faire des suggestions de matériel adapté qui peuvent aider. Donc on n'a pas le temps de développer tout ça aujourd'hui, mais sur le site A2MCL, vous trouverez des vidéos et des ressources qui expliquent et qui détaillent un peu tous ces aménagements. Donc je vais prendre la suite. L'autre difficulté que peut avoir un malade, c'est d'avoir des troubles du langage et de la communication. Le trouble du langage n'est pas toujours au premier plan et ne constitue pas la première plainte chez les patients. Mais voilà ce qu'on peut retrouver au niveau du langage, c'est un manque du mot, c'est-à-dire la difficulté vraiment à récupérer un mot, avoir des difficultés à comprendre des phrases complexes, difficulté aussi à organiser son discours, à le planifier, mais aussi on peut retrouver des troubles du langage écrit. Alors on peut avoir aussi des difficultés au niveau de l'orthographe pour écrire certains mots, mais aussi retrouver des troubles au niveau du graphisme, comme vous pouvez le voir ici. Est-ce que je peux montrer ? Voilà. Donc ici, c'est parce qu'il a aussi un syndrome parkinsonien. Mais on voit vraiment que c'est pas typique de la maladie de Parkinson avec la micrographie. C'est quand même différent. Voilà. Et on peut retrouver des troubles de la communication, donc des troubles de la pragmatique, c'est-à-dire que la personne va avoir parfois du mal à s'adapter à son interlocuteur, à la situation, à adapter son discours. Tout dépend aussi des fluctuations cognitives que peut avoir le patient. Et donc, voilà, le discours ne va pas toujours être bien organisé. Il va avoir du mal aussi à comprendre certaines choses. Et beaucoup se plaignent aussi de difficultés à suivre les conversations. Alors ça peut être aussi dû à une altération des fonctions cognitives, comme on va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire donc de rester attentif, mais d'avoir des difficultés aussi au niveau de la mémoire à court terme, qu'on appelle aussi mémoire de travail.
Voilà, on va écouter directement un témoignage donc d'un patient que je suis et que je remercie aussi qu'il m'ait donné l'autorisation de diffuser son audio. Avez-vous des difficultés pour communiquer? Je me tais. Pourquoi? Les mots, vous les avez? J'ai l'impression que je suis à côté de la plaque. Pourquoi? Je sais pas. Ils sont tellement actifs dans la vie, etc. Moi, je suis dans un tiroir. Quand vous dites « ils », c'est les gens autour de vous? Oui, je les vois rarement, mes fils. Hein. Ils sont occupés. Hein. Mais quand ils se mettent à discuter, là, je me tais. Hein. Je suis hors jeu. Voilà, bon, ici on entend très bien l'hypophonie de ce patient et c'est d'ailleurs une de ses plaintes aussi chez ce monsieur. Voilà, ici on note pas forcément des grandes difficultés au niveau du langage, même si on voit qu'il est hésitant et qui met peut-être un peu de temps à s'exprimer. Mais bon, vraiment, lui, je peux vraiment avoir des chouettes conversations avec lui et je tiens aussi à dire que l'orthophoniste apprend énormément de choses de ses patients et c'est vraiment une interaction, un partage. Et bon, je reviendrai sur ça, mais c'est important aussi que le patient garde une estime aussi de lui-même, de soi. C'est-à-dire que chaque patient a son domaine aussi d'expertise et il nous apprend beaucoup de choses et on peut avoir vraiment des discussions sur effectivement leur thème de prédilection. Donc voilà, on voit ici que souvent cette plainte elle revient, c'est-à-dire qu'il se sent un peu à l'écart dans les conversations. Mais maintenant en écoutant vraiment cette journée, je m'aperçois, ça fait vraiment écho. Je pense qu'il est très anxieux lui aussi et que sa famille veut parfois l'épargner de discuter avec lui de certains sujets. Et peut-être que parfois il a l'impression d'être un petit peu mis de côté, mais finalement c'est peut-être pour le préserver, parce que voilà, il est assez anxieux. Voilà, donc quelle est la plainte en fait du malade? Donc difficulté parfois à se faire comprendre et donc il peut être découragé. Il va se retirer aussi des conversations. Et il n'est peut-être pas toujours, ça dépend, conscient de cet isolement. Et l'entourage, la difficulté, c'est que le partenaire de communication change au fur et à mesure de la maladie. Et pour lui aussi, pour l'aidant, c'est vraiment une perte de repère. Il n'a plus la même personne en face de lui. Et donc, c'est une plainte fréquente chez les aidants et qui peuvent aussi avoir... ça peut aussi entraîner une certaine anxiété chez les aidants. Voilà, le deuxième point, ce sont les fonctions cognitives. Donc, comme l'a dit Elena, souvent les patients peuvent arriver ou pas avec un bilan neuropsychologique. Et les orthophonistes prennent en charge les fonctions cognitives. Donc, on retrouve, je ne vais pas m'attarder dessus, les difficultés attentionnelles, des difficultés au niveau des fonctions exécutives, des troubles mnésiques, avec un profil quand même mixte par rapport à la maladie d'Alzheimer qui est plus typique avec des difficultés de stockage. Ici, ça va être plus des difficultés parfois de récupération et des troubles visio-perceptifs. Voilà, donc le malade quand même se plaint souvent d'oubli. Voilà, j'oublie, je rentre dans une pièce et j'oublie qu'est-ce que je suis venue chercher, ou les oublis de rendez-vous. Donc c'est pour ça qu'on met en place un agenda très rapidement. Et puis l'entourage effectivement se plaint de ces fluctuations de performance. Je te l'ai déjà dit, ou tu le fais exprès. Ça peut, c'est des choses qui peuvent être dites. Et comme vous l'avez dit, c'est difficile parfois d'anticiper et de s'organiser.
Voilà, donc le travail de l'orthophonie, c'est vraiment d'accueillir le patient et son aidant, d'essayer de les informer. Voilà, on passe parfois après le neurologue et voilà, on essaye d'expliquer aussi le fonctionnement du malade, et on va stimuler et entraîner le domaine cognitif qui est perturbé. Donc c'est des troubles attentionnels, des troubles de la mémoire, surtout des difficultés de planification. Voilà, on peut les exercer. Voilà. Et donc le travail des fonctions exécutives, on peut proposer des exercices de planification, d'organisation, mais toujours, j'ai envie de dire, avec en faisant référence un peu à son quotidien, que ces exercices soient pratiques et que ça puisse fonctionner aussi dans la vie du patient. Voilà. On peut aussi proposer donc des stratégies de compensation, c'est-à-dire que très vite on va mettre en place un agenda ou autre support qui puisse un peu aider le patient à fonctionner dans la vie de tous les jours. Alors, quand consulter, voilà, on l'a compris très rapidement, si possible. Il y a encore peu de patients MCL quand même dans nos consultations. Hein. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a cette errance diagnostique. Parfois, les patients viennent et puis ils ne découvrent que plus tard, finalement, le patient qu'on vient d'écouter. Ça fait que quelques temps qu'il sait qu'il a cette maladie, mais il venait chez moi déjà depuis un certain temps. Donc les profils sont très très hétérogènes. Voilà. Les troubles sont fort différents et voilà. Et puis il n'y a pas toujours cette plainte spontanée non plus de la part du malade. Et donc il est plus difficile de repérer certains symptômes. Je trouve qu'au cabinet, on voit plus de patients MCL avec des troubles donc de la voix et de l'articulation, puisque ça vient vraiment perturber aussi les conversations. Mais à nous de rester aussi vigilants et aux patients aidants sur les troubles de la déglutition qui peuvent vraiment avoir un impact, comme on l'a vu sur... voilà, il peut y avoir un pronostic vital en jeu aussi. Donc voilà, de cette diapositive, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les objectifs. Donc dès le stade initial, c'est possible. Les objectifs vont être de préserver l'autonomie, maintenir les capacités, qualité de vie et estime de soi. Et j'ai vraiment envie de souligner l'estime de soi. Et au fur et à mesure de l'avancée de la maladie, on va essayer toujours de préserver cette qualité de vie, de peut-être diminuer ou empêcher ou diminuer les troubles du comportement, c'est-à-dire en privilégiant toujours la communication, en mettant en place parfois des supports de communication que l'on peut en mettre en place assez rapidement avant que le stade soit évolué. Et puis cette collaboration avec l'aidant, vraiment, elle est importante. On reçoit régulièrement les aidants dans nos consultations et vraiment la porte est ouverte pour les patients et les aidants. Et au fur et à mesure de la maladie, on va vraiment travailler, collaborer avec l'aidant. Donc pas d'orthophonie, que faire ? C'est vrai que l'année dernière, ça avait vraiment été dit ici, c'était, voilà, oui, c'est très bien tout ça, mais il n'y a pas d'orthophonie. Je sais que voilà, il est difficile de trouver des orthophonistes. Et voilà, donc on peut toujours poser des questions éventuellement, voilà, si on a vraiment des inquiétudes, tant sur le plan de la déglutition, de se référer à son médecin traitant, d'aller vers d'autres professions comme l'ergothérapie. Si on a des questions aussi sur la nutrition, pourquoi pas tous les intervenants qui viennent à domicile, on peut en discuter avec des infirmières, voilà, peut-être des conseils au niveau de la déglutition. Et aussi l'ESA. Cette équipe spécialisée intervenant à domicile, vraiment, elle est faite, proposée sous prescription médicale. En général, les patients et les aidants sont très contents de ces prises en charge. Et bon, il y a toujours les accueils de jour, ces relais, les associations et les groupes de parole. C'est vrai qu'on n'a pas forcément, ou les patients ne vont pas forcément vers des associations, comme maladie d'Alzheimer. Mais le café des aidants, c'est une possibilité vraiment de pouvoir partager les expériences voilà, entre les aidants. Et puis le site internet, bien évidemment, de la 2MCL, où il y a vraiment maintenant beaucoup de ressources, des vidéos sur plein de thématiques. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.